Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Des projets qu'ils sont en capacité de mettre en œuvre, qu'ils imaginent aussi pour faire réussir les élèves. Nous travaillons autour des savoirs fondamentaux. Nous avons constitué un conseil académique des savoirs fondamentaux. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir finalement s'alimenter avec les bonnes pratiques et voir comment on peut les diffuser au sein de l'académie. On a des idées qui naissent à leur écoute. C'est vrai qu'il y a des choses que l'on connaît, ce lien avec les parents, mais on voit la manière dont c'est appréhendé dans cette école, une manière très originale et qui nous ouvre aussi les yeux sur la nécessité parfois de donner des clés aux parents pour les aider, par exemple à éloigner les enfants des écrans, mais par quoi les remplacer. C'était un des éléments de la discussion et c'est vraiment très enrichissant. Des écoles qui recevront bientôt des produits locaux pour les cantines. Harry Chalus s'est rendu ce matin sur le chantier de l'usine centrale à Anse-Bertrand. Cette plateforme d'une superficie de 1600 mètres carrés est dédiée à la transformation des produits agricoles bruts vers des produits finis commercialisables frais et prêts à l'emploi. Cet atelier desservira prioritairement les cuisines centrales, les structures sociales et les cantines scolaires de Guadeloupe. Un marché qui nécessite la livraison de gros volumes de denrées. Les agriculteurs auront ainsi à charge de se regrouper pour assurer ces livraisons en quantité et dans les délais. Entamés en juin 2019, la structure devrait être livrée l'an prochain, en juin 2024. Regardez. Ça fait plus de 2 ans quand même qu'on a posé la première pierre. Ça a été financé à plus de 6 millions par la région et des fonds européens. Et effectivement, j'ai constaté que ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, effectivement, ça a vraiment bien démarré. C'est un besoin pour le Nord Grande Terre, mais pour la Guadeloupe surtout, pour cette transformation et permettre à nos agriculteurs de pouvoir livrer leurs aliments. Donc je constate aujourd'hui que les choses avancent très bien, mais je serai derrière pour pousser pour qu'on puisse inaugurer officiellement au mois de juin 2024 ce qui est prévu. Aujourd'hui, nous sommes dans sa phase terminale puisque la livraison est prévue pour juin 2024. C'est un projet structurant pour le Nord Grande Terre et pour donc, les 5 communes du Nord Grande Terre, surtout pour la profession agricole. Et aussi, ce qui est très important, c'est la visée sanitaire, parce que nous voulons que les enfants aient dans leurs assiettes des produits du terroir, des produits locaux, pour qu'ils puissent améliorer leur santé, mais aussi participer au développement économique du territoire. Il faudrait effectivement que nos agriculteurs, nos chefs d'entreprise puissent se mettre ensemble. Je prends l'exemple d'ici, un seul agriculteur ne pourra pas livrer. Il faudrait que ce soit un groupement. Et nous allons inciter cela avec M. Dolin, qui est notre président de la commission d'économie verte, fera tout pour pouvoir demander et inciter les agriculteurs à se mettre ensemble. Si nous devrions demain construire une deuxième usine centrale, il faudrait qu'on ait quand même de la matière. Il faut une traçabilité de ce qui est livré. Il faut aussi une réponse rapide, et ce qui nous permet aussi en termes de paiement de ceux qui vont livrer, que ça se fasse rapidement s'ils sont organisés par filière. Donc les agriculteurs, je pense, sont partants. Et c'est un projet, il ne faut pas l'oublier, pas que nord-grande-terrien, mais guadeloupéen. La ville de Lamentin, elle, travaille à rentabiliser ses sites naturels comme la cascade Bois-Banane ou encore la baie de Blachon. La municipalité mise sur la valorisation de ces espaces et le développement du tourisme vert. Elle aura à charge d'assurer l'entretien des 290 km de sentiers de randonnée. Des activités seront également mises en place comme des cours sur la plantation d'arbres fruitiers en pot. Regardez. Je me suis posée pour réfléchir sur un projet, pour entrer dans une stratégie de développement économique à Lamentin.
parce que nous avons des sites naturels qui sont magnifiques. Nous avons la cascade de Bois-Banane avec son bassin, nous avons la baie de Blachon. Je me dis que quand on a autant de richesses environnementales, on ne peut pas en rester là, on doit en faire quelque chose. Et le quelque chose que nous voulons faire, c'est entrer avec ces sites naturels dans une stratégie de développement économique. Mon intervention s'est portée sur des axes forts en matière de développement économique, social, culturel. Quelles sont les forces de Blachon? Donc c'est une baie magnifique qui est connue pour y avoir été le lieu d'expérimentation de l'introduction de la menthe. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est un site magnifique. Et après avoir mené un diagnostic territorial, j'ai travaillé un peu sur la dimension économique de cet environnement, la dimension sociale et culturelle, mais aussi la dimension environnementale. N'oublions pas quand même qu'une partie donc, du territoire fait partie de la zone parc national de la Guadeloupe, mais également de la zone de l'ONF. Et en termes de biodiversité, nous sommes réserve de biodiversité, à savoir le dispositif MAB. Je suis le concepteur des arbres fruitiers en pot en Guadeloupe. Donc c'est un concept qui est vraiment très intéressant, qui prend de l'ampleur. Je suis autodidacte et je suis en train de vulgariser en fait la plantation en pot dans l'archipel. En fait. Moi, ce que j'attends de cette réflexion, c'est de redynamiser ou de dynamiser, puisque cette zone de Blachon, créer de l'activité économique de façon à permettre à cette population donc de vivre et de s'implanter durablement sur le Lamentin. Nous allons continuer dans la concertation parce que le colloque, je l'ai dit, il est basé sur 3 axes. Donc la consultation a déjà eu lieu, donc nous sommes dans la concertation et dans la co-construction. La prochaine étape, ça va être une marche que nous allons faire à Blachon, élus riverains, et nous allons échanger pour pouvoir justement entrer dans cette co-construction de ce que veulent les habitants de Blachon et de ce qu'on peut faire aussi à Blachon. Mais toutes les idées seront bonnes à prendre et nous allons faire un tri sur ce qui peut être fait. Un reportage de Vianney Valverde. Alix Nabajot est candidat aux élections sénatoriales du 24 septembre prochain avec la liste pour une alternative démocratique. Le 5e adjoint au maire de la ville des Abîmes entend séduire les grands électeurs et particulièrement les conseillers municipaux qui, selon lui, sont la clé de ce scrutin. Pour cela, il lui faut agir avec courage pour solutionner les problèmes liés à l'environnement, l'insécurité, le transport, l'eau ou encore les déchets. Regardez. Alors mon ambition, c'est de montrer aux grands électeurs qui sont des élus municipaux majoritaires, puisqu'il faut rappeler que c'est les conseillers municipaux qui détiennent les clés de ce scrutin, contrairement à ce qu'on veut laisser prétendre, ou que c'est les maires qui confisquent ce pouvoir aux élus municipaux. Et je lance un appel à mes collègues élus municipaux, grands électeurs, pour leur dire de prendre le temps d'évaluer, de scruter, de peser, de sous-peser l'ensemble des candidats avec leurs projets et de faire le choix de celui ou de celle qui aurait le projet qui correspondrait à leurs attentes. Les thématiques institutionnelles, sociales, l'environnement, l'insécurité, l'économie, le transport, les déchets, je crois que ce sont des problématiques pour lesquelles ça fait des années que nous sommes en réflexion, nous avons fait des constats. Aujourd'hui, il faut agir. Il faut agir en étant courageux. C'est le courage qui m'emmène à être candidat. J'ai un potentiel. Nous avons beaucoup de jeunes femmes et d'hommes guadeloupéens. Nous avons un potentiel. Il faut qu'on nous laisse nous exprimer, qu'on nous laisse porter notre vision du développement de notre territoire, qu'on nous laisse aller rivaliser avec les meilleurs parlementaires nationaux pour dire qu'il y a une jeunesse guadeloupéenne qui a du potentiel et qui veut elle aussi se lancer dans le débat, porter la contradiction, faire des propositions.
sur les thèmes que je viens de vous développer. Et donc aujourd'hui, j'ai le courage de mes opinions, j'ai le courage, je ne suis pas un élu par procuration, j'ai été élu parce que j'ai mouillé la chemise, je me suis investi, il y a une population qui m'a fait confiance, je me dois aujourd'hui de lui dire que je suis prêt à aller plus loin dans la fonction de l'homme politique que je suis depuis 2004. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de servir mon territoire, j'ai envie de servir avec honneur, mais il est temps que la situation des Guadeloupéens qui sont dans des situations difficiles soit aujourd'hui améliorée. Et je ne peux pas me satisfaire du bilan des sortants. Donc avec mon équipe, nous serons là à pied d'œuvre, nous irons convaincre l'ensemble des grands électeurs pour faire valoir que nous sommes, nous aussi, capables de faire mieux que ce qu'on a connu depuis tantôt. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et maintenant, je reçois Jackie Lamy, gérant de la société TEU, un prestataire de téléassistance. Il est en compagnie de Lord, qui est responsable relationnel. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Harold. Alors déjà, on aimerait savoir, tout savoir un peu sur le concept de TEU, prestataire de téléassistance. En quoi ça consiste? C'est ça, la téléassistance, on en entend un peu parler. Ce sont des prestations qui permettent de sécuriser les personnes souvent vulnérables, mais les personnes qui auraient besoin d'aide, que ce soit au domicile et à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on entend par sécuriser ces personnes? Leur permettre facilement avec des dispositifs qui peuvent être portés au poignet ou en collier, leur permettre d'alerter et de joindre nos opérateurs à toute heure. Donc dans des situations banales de la vie de tous les jours comme l'angoisse ou des plus complexes comme des chutes par exemple, ou des fugues. On parle de personnes en situation d'Alzheimer ou ayant des troubles cognitifs divers. Donc nous avons des solutions que nous avons développées, que nous apportons pour apaiser l'esprit des personnes concernées ou des proches aidants par exemple. Voilà. Donc c'est un peu mettre la technologie effectivement au chevet, on va dire, de nos aînés pour avoir une meilleure visibilité sur comment ils se portent, comment ils sont. Mais ce qui se passe, c'est, vous nous avez dit qu'il y a différents types de dispositifs, c'est ça? Oui, ça reste des dispositifs simples d'usage. Souvent, c'est représenté sous forme de médaillon sur lequel on peut appuyer. D'accord. Donc, ils doivent quand même avoir une petite pression dessus. C'est ce que j'allais dire, justement. C'est le fonctionnement de base. On appuie sur le dispositif, mais nous avons d'autres technologies qui permettent notamment d'avoir la détection de chute automatique. Donc, lors d'une chute, sans avoir le besoin d'appuyer sur le médaillon, l'alerte est lancée auprès de nos opérateurs. Le lien se fait à travers le dispositif. Donc, si mon aîné est équipé de votre dispositif, il tombe et directement quelqu'un est prévenu. À travers le dispositif. Il peut échanger comme en main libre avec le téléphone. Donc, il explique, quand il le peut, le contexte, la difficulté qu'il rencontre. L'opérateur fait le point avec et on peut solliciter, faire le nécessaire par la suite, solliciter éventuellement les proches, voire les secours. Et quand il ne peut pas échanger, pareil, un process est réfléchi pour ça aussi, pour traiter la difficulté. Voilà. On est mis en lien avec qui, concrètement? Avec un téléopérateur qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui peut répondre, par exemple, en cas de crise d'angoisse, si la personne a besoin d'être rassurée, ou dans le cas de problématiques un peu plus sérieuses, si la personne chute, si la personne a eu un malaise, si la personne a fait une crise d'épilepsie par exemple. Voilà, d'épilepsie par exemple. Et au besoin, l'opérateur contacte la famille, les proches, et si besoin, si c'est vraiment grave, il contacte les secours, les pompiers qui viennent à la maison directement. Donc l'opérateur est en droit effectivement de pouvoir contacter les secours si nécessaire. Oui. Tout à fait. Je rebondis sur ce que je disais par rapport aux crises d'épilepsie. C'est vrai qu'il s'agit de publics plus jeune souvent, qui peut avoir une trentaine d'années, qui est donc totalement autonome, c'est un public qui peut vivre chez lui seul et qui se trouve dans ces situations critiques où la crise a pu entraîner, il peut tomber dans les pommes tout simplement. Donc les dispositifs permettent de sécuriser, d'assister les personnes au domicile par exemple dans ces situations-là, pas forcément que pour les seniors. Alors pendant qu'on discute, j'ai été forcément sur votre site internet, vive la technologie. Donc je vois que vous avez donc plusieurs déclinaisons pour les solutions. Donc vous nous avez parlé de l'assistance à domicile, donc c'est le TEU Home. Tout à fait. Donc là c'est pour s'il y a une chute ou bien si effectivement l'aîné veut prendre contact avec quelqu'un, si il souffre d'isolement ou de choses comme ça, sait-on jamais. Nous avons la TEU SOS. C'est ça. Qu'est-ce que c'est TEU SOS? Le TEU SOS, c'est le plus complet des dispositifs que nous mettons en place, des solutions. Aujourd'hui, il permet aux personnes d'être assistées
où qu'elle soit, au domicile, mais comme partout à l'extérieur. Mais comment vous avez un œil sur elle? Parce qu'avec les systèmes, on dira pour faire simple, de téléphonie mobile, on peut se connecter sur l'ensemble des antennes et avoir la position si nécessaire, ou rentrer en liaison ou à n'importe quel endroit via le dispositif. On part en week-end à Marigala 2 jours, on a l'esprit tranquille, on peut y aller et de toute façon on sait que son dispositif Théo est à portée de main. Et sinon, on a le Théo Visio, donc j'imagine que c'est plus Visio. poussé. Là, c'est pour avoir un œil carrément. Alors, ça reste toujours les proches. Ce sont les proches qui ont la capacité d'avoir Qui a accès, concrètement? Qui a accès Ce sont les proches, c'est-à-dire que demain, si par exemple vous avez... Alors, pour préciser, le Théo Visio, il s'agit de caméras qui sont installées au domicile. D'accord. Voilà. Par Théo? Exactement. Toujours par vous. Voilà, et c'est pas de la vidéosurveillance, c'est de la vidéobienveillance. C'est-à-dire que demain, vous avez un proche âgé ou pas, qui est dans une situation un peu délicate physiquement, à travers nos dispositifs, et vous pouvez à distance, que vous soyez en Guadeloupe, à l'étranger, jeter un œil sur le proche pour voir s'il va bien. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle de vidéo-bienveillance. La vidéo-bienveillance, ça c'est pas mal du tout. Ça permettra vraiment de rassurer donc les familles qui sont peut-être loin aussi. Tout à fait. Parfois, la personne est née seule ici en Guadeloupe et les enfants peuvent être en hexagone. Et donc, c'est avoir un œil, peut-être en permanence, si on le souhaite en tout cas, sur son aîné. C'est l'objet. C'est ça, la démarche. Et avec possibilité en plus, par rapport à la plateforme, de prévenir les secours. Donc on n'est pas là, mais on peut quand même faire intervenir si nécessaire. Tout à fait. Pas mal. Alors on a aussi le Théo Lock. Ah, vous avez fait beaucoup de déclinaisons. On voit que vous avez voulu être extrêmement complet sur l'offre. C'est issu d'un constat? C'est exactement ça. Notamment pour le Théo Lock. Comme tout ce qu'on fait, mais le Théo Lock particulièrement, puisque depuis maintenant, on dirait 1 an, 2 ans, on entend beaucoup parler de la pathologie Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, et les conséquences, ce qui fait qu'on entend parler, ce sont les fugues, les situations d'errance qui sont rencontrées. On n'entend pas parler quand les personnes sont tranquilles à la maison, mais les proches ont tout de même les difficultés et sont assez, les familles sont assez, des fois, déconstruites, bouleversées parce que des suites des conséquences d'une fugue. Donc le Théo Lock est un bracelet qui est verrouillable, donc qui est sous forme de montre. Vraiment montre où on voit l'heure, donc de sorte qu'il puisse être plus accepté, plus facilement en tout cas, par la personne qui sera amenée à le porter, et qui permet aux proches cette fois-ci d'avoir un regard sur la position quand cette personne s'en va et d'avoir surtout une alerte quand elle dépasse un périmètre qui a été défini. C'est ce qui est pertinent. Donc les proches peuvent réagir plus vite et réagir mieux parce qu'ils savent où se rendre, plutôt que comme malheureusement ça se fait trop souvent, aller à gauche, à droite, chercher, rameuter les voisins, la famille, pour avoir un espoir de retrouver rapidement la personne concernée. On est un peu sur le même principe que le bracelet électronique, mais toujours plus pour la bienveillance qu'autre chose. C'est bien résumé. C'est pas pour restreindre, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de fugues, puisque les maladies neurodégénératives, il y en a de plus en plus. Tout à fait. Il y a de plus en plus de cas ici en Guadeloupe, donc c'est une vraie problématique. Tout à fait. Donc le faire accepter par le biais de la montre, donc il peut y avoir des réticences à ce niveau-là. On discute beaucoup avec la famille pour savoir comment ça pourrait être accepté, le présenter, essayer des fois pour pouvoir être en situation réelle, voir comment c'est accepté, comment ça peut être utilisé. Parce qu'elles ne sont souvent pas conscientes de leur pathologie, ces personnes. Bien sûr, bien sûr. Donc, dès lors que la démarche est concluante, on y va. Très bien. Est-ce que tout ça est verrouillé? Bien verrouillé? C'est-à-dire? Hackage, on sait que maintenant, on a des nouvelles technologies, on a des hackers, on a toutes sortes de choses. On peut craindre effectivement pour la sécurité de son proche, puisque tout le monde peut avoir un œil, par exemple, sur l'intérieur d'une maison. Est-ce que tout est bien verrouillé? Aujourd'hui, nous avons des normes de sécurisation, RGPD et autres. On rentre dans tout ce cadre-là. Tous ces cadres-là, forcément, surtout on parle d'une population fragile, donc nous sommes obligatoirement contraints de le mettre dessus, ne serait-ce que pour avoir nous-mêmes une propre tranquillité d'esprit. Mais oui, forcément, par rapport à la localisation, par rapport à la visio-bienveillance, on rentre dans tout ce qui est normes de sécurité, en tout cas Internet aussi. Voilà. Très bien.
Très bien. Alors, qui est votre public cible? C'est le Guadeloupéen lambda, donc n'importe quelle famille. Mais est-ce que, puisqu'on sait qu'on sera peut-être un EHPAD à ciel ouvert très prochainement, enfin avec beau temps, un grand EHPAD pour l'Hexagone, est-ce que vous avez vocation aussi à équiper, par exemple, de grosses structures? Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, dans notre public, il y a toutes sortes de personnes. Et contrairement à ce que les gens s'imaginent souvent, c'est que la téléassistance concerne ou peut concerner tout le monde. Certes, il y a des personnes âgées, mais on a également des personnes jeunes, des fois suite à un accident de vie, ou à des problèmes liés à certaines pathologies, que ce soit des problèmes respiratoires, des crises d'angoisse, ou même des pathologies comme Alzheimer, qui touchent des personnes de plus en plus jeunes. Également, oui. Exactement, donc on peut toucher toutes les catégories d'âge. Donc du jeune adulte aux personnes âgées. Et nos dispositifs ont vraiment pour vocation de permettre à tout un chacun de pouvoir garder son autonomie. Voilà, son autonomie en restant à la maison. De maintien à domicile. Voilà, c'est que demain, en fait, c'est dans la continuité du travail fait à l'hôpital ou dans certains suivis médicaux. Le but, c'est vraiment de permettre à tout un chacun de pouvoir garder son autonomie à la maison, de pouvoir sortir, et également de pouvoir apaiser les familles. Très bien, très bien. Maintien à domicile et hors de domicile. Maintien à domicile, effectivement, puisque ça peut suivre à l'extérieur. Alors, comment on fait pour effectivement bénéficier de ce type de contrat? Est-ce qu'il faut un dossier médical, un certificat médical, quelque chose pour justifier effectivement des pathologies, ou bien on peut faire appel à vos services tranquillement? On fait appel à nos services dès qu'on le juge nécessaire. Il n'y a pas cette obligation d'avoir une indication du médecin. C'est toujours favorable quand le médecin dit, invite à se munir d'un dispositif de téléassistance, mais tout chacun est à même de le faire sans avoir une pathologie déclarée, mais les situations d'isolement aussi peuvent entraîner ce besoin, parce qu'on se retrouve souvent seul à la maison, que ce soit la journée ou le soir. Et si un incident se produit et qu'on est seul, ça reste le meilleur moyen de solliciter quelqu'un. Voilà. Donc, on a un conseiller qui est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Hyper important. Oui, tout à fait. Bien quadrillé. J'ai d'autres interrogations. Il faudra qu'on se voit plus amplement pour avoir un peu des détails dans les démarches effectivement à effectuer, savoir pourquoi s'équiper, comment s'équiper, le temps que ça prend aussi, et puis en termes de coûts. Parce que c'est mignon, mais ça doit quand même représenter un certain coût. On est sur de la vidéosurveillance, on est sur des dispositifs de tracking. Donc j'imagine que ça doit être un petit peu cher quand même, non? Du tout. C'est un vrai sujet. Et la réponse, c'est que ça avoisine une vingtaine à une quarantaine d'euros selon le dispositif, bien entendu. On est sur un abonnement mensuel. Voilà, ce sont des abonnements mensuels sans engagement. Donc ça peut être pour un mois, comme pour plus longtemps. Pour si on part en vacances sur 2 mois, on sait combien... C'est exactement ça, notamment. Avec des aides, on dira, donc le crédit d'impôt d'office sur toutes les prestations, qui permet d'avoir une remise de 50% des montants qui sont payés. Et bien sûr, la contribution, l'aide du département de la Guadeloupe, qui permet d'avoir... Cette fois-ci, il faut monter un dossier, bien entendu, mais on accompagne toujours les familles en ce sens, qui permet rapidement d'avoir une aide, une prise en charge de la prestation et la sécurité sociale également. Donc on aiguille toujours la personne en fonction de l'aide qui est la plus adéquate, qui est plus adaptée à sa situation, bien sûr. Voilà. Et sous un délai généralement de 2 mois et demi concernant le conseil départemental, ce qui est... Même moins. Voilà, mais 2 mois et demi on va dire pour pousser un peu, ce qui est vraiment assez rapide. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Jackie Lamy, je le rappelle, gérant de la société TU, prestataire en téléassistance, qui était en compagnie de Lord, son responsable donc relationnel. On prendra des nouvelles de cette société, j'aimerais bien voir un peu comment ça fonctionne plus dans le détail. Je t'en prie. On en profite. Actuellement, depuis mercredi dernier, on organise les mercredis santé, qui sont une initiative qui vise à proposer au plus grand nombre d'avoir accès à un professionnel de santé sur différentes thématiques. Donc demain, par exemple, on sera au centre social La Pointe, comme tous les mercredis du mois de septembre, et la problématique sera donc Alzheimer.
On sera donc accompagné d'une neuropsychologue et d'une assistante sociale qui ont pour vocation d'informer les gens sur cette pathologie-là. Et le but étant vraiment de permettre à tout un chacun d'avoir un champ pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir partager, pour pouvoir témoigner, pouvoir s'informer. Donc tout un chacun sera le bienvenu, tout en sachant qu'Alzheimer, c'est une pathologie qui est quand même assez récente, assez méconnue. Et là, vous aurez vraiment libre recours pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez aux différents intervenants qui seront là. Merci beaucoup. Donc c'est au Centre social La Pointe. Centre social La Pointe à Loricis. Voilà. Merci encore d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci et pour le développement de cette solution pour nos seniors. On salue effectivement le travail qui a été réalisé, ne serait-ce qu'au niveau de l'interface, on est déjà pas mal. On est déjà bon, ça sent bon. Merci encore. Et on enchaîne maintenant avec la journée porte ouverte de la médiathèque de Lamentin, une opération séduction envers le tout public qui peut prendre part aux ateliers créatifs numériques et de lecture. Le reportage. Nous participons donc à cette grande campagne de promotion des bibliothèques et proposons aujourd'hui une journée porte ouverte pour le public, pour la population lamentinoise et d'ailleurs. On est en train de faire revivre les livres qui auraient pu être jetés. Donc on est en train de les recycler en faisant un pot de fleurs à l'intérieur pour faire pousser des fleurs dedans du coup. L'objectif de cette journée, c'est déjà de faire découvrir et redécouvrir la structure, les différents services que nous proposons et surtout l'idée de montrer qu'au-delà donc, de la lecture, nous pouvons proposer différentes activités de manière à rendre attractive la structure, de faire venir des publics qui n'ont pas l'habitude de venir dans ce type de lieu, en fait, dans les bibliothèques. Et voilà, donc nous avons des ateliers créatifs, des ateliers numériques, puisque bien sûr, ça c'est très important, nous surfons sur la vague du numérique, des ateliers de lecture avec les tout-petits, les bébés lecteurs, des bookface. Voilà, on a essayé de faire une programmation qui présente en cette journée tout ce que nous pouvons proposer tout au long de l'année. O-News Radio sur outremernews.fr.